J'avais 31 ans, cramé jusqu'à la moelle dans une entreprise de céréales et d'aliments pour bétail à Amarillo, jonglant avec les horaires de fret, les appels de marge et plus d'intermédiaires que de bétail. J'en étais à ma 3e boisson énergisante et à une feuille de calcul à 12 onglets quand Foster, mon chef de division, et accessoirement l'ex de fac de ma femme, s'est appuyé sur l'encadrement de ma porte et a dit « j'ai besoin que tu nettoies ces ajustements de fret mal codés du 2e trimestre. Ils passeront sous ton identifiant. » Je l'ai dévisagé. Mon nom n'était pas sur ces registres. Je n'avais pas touché à ces fichiers. Mais je connaissais ce ton. C'était le même qu'il utilisait au barbecue de l'entreprise quand il disait, toujours à jouer au cow-boy, Blake. Avant de commencer, partagez dans les commentaires. Comment se passe votre journée? Et d'où nous rejoignez-vous? Et continuons. Ce soir-là, en arrivant à notre duplex, j'ai vu la berline argentée de Mallory garée de travers dans l'allée, encore une fois. Les enfants de nos voisins avaient encombré le trottoir avec des pics UPS surélevés et des canettes de bière. J'avais l'impression que chaque centimètre de ma vie était encadré ou bloqué. J'ai franchi la porte et j'ai entendu la voix de Whitney, basse et sèche, depuis le coin cuisine. Je me suis arrêté près de la bouche d'aération du couloir, l'une de ces vieilles grilles métalliques qui transportent tout, et je me suis figé. Elle parlait à Mallory. J'ai vidé le compte courant jusqu'à 38 $ et des poussières, dit-elle comme si c'était une blague. Si Blake se fait pincer pour ses transferts de fournisseurs personnels, Foster dit que ce sera sa 3e infraction à la conformité. Je déposerai la demande de divorce dans le comté de Randall la même semaine. Une rupture nette. Mallory a ri. Tu es sûr qu'il ne se battra pas? Whitney a reniflé. Il ne le verra même pas venir. C'est un état de communauté de biens. Je partirai avec la moitié et sans accusation. Elle a dit, net, comme si c'était un petit trophée bien poli. J'ai senti quelque chose de froid s'installer derrière mes yeux. La distance à la maison, les petites piques sur le fait que je faisais semblant d'être un éleveur pour une entreprise qui n'avait pas vu de terre depuis 5 ans, la façon dont elle plaisantait en disant « je vais juste divorcer et garder le chien et la vaisselle ». Je pensais que c'était juste son sarcasme. Mais non, elle y travaillait, elle le planifiait. Je n'ai pas défoncé la porte, je n'ai pas crié, je ne suis pas entré en trombe pour exiger des réponses. Je suis juste sorti à reculons, j'ai marché jusqu'à mon camion et je suis resté assis là, à regarder la lumière du Porsche comme si c'était un minuteur sur le point de s'éteindre. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Toby. Moi, j'ai besoin de ton canapé ce soir. Apporte un café le matin. Toby est le seul ami que j'ai qui ne parle pas pour ne rien dire. Le lendemain matin, j'ai agi normalement. J'ai souri en buvant mon café pendant que Whitney faisait défiler son téléphone sur l'îlot de la cuisine. Probablement les SMS de Foster. Je lui ai dit que je devais aller à Lac pour assister à des audits d'approvisionnement en aliments. Elle a hoché la tête comme si j'étais un fantôme. Dès que j'ai quitté le pâté de maison, j'ai annulé nos cartes communes. De toute façon, elle n'avait jamais touché aux factures. J'ai déplacé mes économies du compte secondaire dont elle ignorait l'existence. Puis je suis allé au garage et j'ai sorti le sac de survie que j'avais caché derrière les chevrons après la première erreur de Foster au travail. 13 minutes. C'est le temps qu'il m'a fallu pour quitter ma maison, mon travail et la femme qui avait passé 2 ans à me préparer à l'échec. Toby est arrivé dans son vieux F250 et m'a jeté un téléphone prépayé. « Appelle si tu as un accident », a-t-il dit. Il a conduit mon Tacoma directement au garage de silencieux de son oncle et l'a garé sous une bâche. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai pas laissé de mots. J'ai juste pris la route vers le nord et l'ouest, là où les hautes plaines s'étendent si vastement qu'on se sent comme un point sur un pare-brise. Je me suis dit que si je devais recommencer, autant que ce soit là où le souffle du bétail se transforme en buée avant celui des gens. Je n'avais pas de plan au-delà du Panhandle. J'ai juste continué à conduire vers l'ouest jusqu'à ce que la route devienne déserte et que le ciel paraisse trop grand pour mentir. Quelque part après Hereford, je me suis arrêté dans un petit restaurant près d'un chemin de gravier. De vieux silos à grains se penchaient contre le vent comme des hommes fatigués. À l'intérieur, la cuisinière avait une cigarette coincée derrière l'oreille et cassait des œufs dans une poêle comme si elle leur en voulait. Je me suis assis au comptoir, j'ai bu du café noir et j'ai gardé la tête baissée. Un couple dans la banquette du coin, la cinquantaine, usés par le travail mais vifs, parlaient à voix basse au-dessus de leurs assiettes. J'ai entendu l'homme dire « On manque de 3 hommes pour la prochaine campagne. Et Hank ne traînera plus les mangeoires. »
Pas avec son dos. Je me suis tourné, poli mais direct. Je ne voulais pas écouter aux portes, mais si vous manquez de main-d'œuvre, je travaillerai pour un lit. Je n'ai pas besoin de salaire. Juste des bottes dans la terre et une raison de me lever tôt. L'homme m'a jaugé. Épaules carrées, sourire sec, des yeux qui ne clignaient pas beaucoup. Je m'appelle Dal Rivers, a-t-il dit finalement. Il a tendu une main calleuse. Et voici Brenda. Brenda avait ce genre de regard qui peut mesurer votre âme en un coup d'œil et savoir si vous avez gardé vos reçus. Elle n'a pas souri, pas tout de suite, mais elle n'a pas détourné le regard non plus. Dal a siroté son café. Tu sais utiliser du matériel? J'ai utilisé des chargeuses, des tarières, des remorques d'alimentation. J'en ai réparé quelques-unes aussi. Tu as tes propres gants? Non, monsieur. Brenda a fouillé dans son sac et en a sorti un sac en papier plié. Alors finis tes œufs. Tu viens avec nous. Nous avons roulé sur une longue route de clichés, passant les derniers chaumes de blé. Juste au moment où je pensais que ça se terminait dans la poussière et les vaches, une vieille arche en bois est apparue. Une plaque de marquis était suspendue à un support rouillé, juste un solaire, incliné comme s'il avait glissé de côté dans le vent. Rivers, a dit Dal. C'est comme ça depuis mon grand-père. Je ne l'ai jamais réparé. Je me suis dit que ça correspondait à notre chance. Il m'a montré une cabane d'ouvriers nichée derrière la grange à matériel. Sans fioriture. Un lit de camp, une plaque chauffante, un radiateur à serpentin et une petite fenêtre qui donnait sur un chevalet de pompage, hochant la tête comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Le lit est à toi, a dit Dal. Tu mangeras avec nous. Ne sois pas en retard. Le parc d'engraissement accueille 5000 têtes lors d'un gros arrivage. On fait les veaux légers et on bouge vite. De la luzerne sur 3 pivots. Le vent se battra contre toi et la poussière gagnera. J'ai hoché la tête. C'est juste. Il a montré les enclos. Tu commenceras avec Hank. Il est là depuis que Dieu s'est fatigué. Hank m'a rencontré à la ligne de la Goulotte. Il avait des bras comme de vieux poteaux de clôture et un menton qui faisait la plupart de ses conversations. Il a montré une étagère, des gants, des masques anti-poussière, ne sois pas stupide, et un enclos. C'était notre introduction. Brenda est passée vers midi avec un thermos de café dans le sac en papier. À l'intérieur, des gants en cuir, 2 bandanas rouges et un mot plié qui disait « Dîner à 18h ». C'était tout. Rien de sophistiqué, juste la manière d'une femme de dire « Tu n'es pas invisible ». J'ai passé le reste de la journée à transpirer dans une combinaison de travail empruntée, à ratisser les lignes de mangeoire, à nettoyer à grande eau la boue séchée des portes des goulottes et à apprendre quels enclos étaient agités et lesquels puaient simplement. Mon corps tout entier me faisait mal au coucher du soleil, mais c'était le genre de douleur qui ressemblait à un progrès. Pas de clavier, pas de faux sourire, pas de fausses termes respirant dans le cou, faisant semblant de diriger tout en prévoyant de m'enterrer. Cette nuit-là, je me suis allongé sur le lit de camp, le vent fouettant le sable contre la fenêtre comme des doigts essayant d'entrer. J'ai fixé le plafond et j'ai pensé à ce air tordu sur l'arche. Comment il était resté là pendant des décennies, incliné mais toujours debout. Ça m'a fait penser au nom qui dure. Ça m'a fait me demander si le mien avait jamais signifié quelque chose. Les jours suivants se sont enchaînés. L'aube est venue avec de l'air froid et de longues ombres. Nous avons nourri, nettoyé, réparé et transporté. J'ai appris quel tuyau fuyait et quelle porte aimait se coincer. J'ai regardé Dal prendre des commandes d'aliments avec une patience pleine d'esprit sec. Et j'ai regardé Brenda tenir les comptes au crayon avec une calculatrice qui semblait plus vieille qu'Internet. Hank n'expliquait jamais rien 2 fois. Il n'en avait pas besoin. Quand je posais des questions stupides, il me regardait simplement comme pour dire « tu le sais déjà ». Et j'ai commencé à comprendre les choses. Je ne parlais pas beaucoup, et personne ne me poussait, pas même Brenda, qui semblait voir plus qu'elle ne le laissait paraître. 3 jours plus tard, j'empilais des blocs de minéraux près de l'enclos sud quand Dal s'est approché derrière moi. « Tu n'es pas un novice », a-t-il dit sèchement. J'ai secoué la tête. « Non, monsieur. Tu ne fuis pas la loi, n'est-ce pas? » « Non, monsieur. Juste une erreur que j'ai failli ne pas attraper à temps. » Il a hoché la tête. Tout le monde fuit au moins une fois. Les plus malins s'arrêtent quand ils trouvent quelque chose qui vaut la peine de rester. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, j'étais aux enclos avant le lever du jour.
Hank m'a tendu une nouvelle paire de pinces à clôture sans un mot. Brenda a versé du café comme si j'avais toujours été là. Dal m'a tendu le tableau d'alimentation et a dit, tu conduis la prochaine tournée. Et juste comme ça, je ne faisais plus que squatter un lit de camp. Nous n'avons pas parlé de ce qui s'était passé avant. Personne n'a demandé pourquoi je regardais par-dessus mon épaule quand un camion ralentissait près de la porte. Personne n'a demandé pourquoi je tressaillais quand j'entendais un téléphone vibrer. Ils m'ont juste laissé travailler. C'est tout ce dont j'avais besoin. Un soir, après avoir gratté une tarière cassée et l'avoir nettoyée à grande eau, je me suis tenu près de la porte et j'ai de nouveau regardé ce air tordu. Le vent fouettait le parc, apportant de la poussière, du diesel et quelque chose qui ressemblait à de la paix. Je me suis dit alors, je resterai jusqu'à ce que je regagne l'homme que j'étais, même si je suis le seul à savoir que je l'ai fait. Le deuxième lundi après avoir commencé, je suis entré dans la caravane bureau pour prendre le journal des minéraux, et elle était déjà là, chemise blanche amidonnée, tresse rentrée sous une casquette, tapant rapidement sur un ordinateur portable avec 2 écrans ouverts. L'un était un journal de vaccination. L'autre était une feuille de test de résistance liée à un prêt. Avant que je puisse me présenter, elle a levé les yeux et a dit « On n'embauche pas ». J'ai cligné des yeux. Bien. Je ne suis pas sur la liste de paix. Elle a esquissé un demi-sourire et est retournée directement à ses feuilles de calcul. C'était ma première rencontre avec Paige Rivers. Dal l'avait mentionné une fois, disant qu'elle partageait son temps entre le ranch et Panhandle de First, faisait du travail vétérinaire sur de gros animaux et analysait les dossiers de crédit agricole mieux que la plupart des banquiers. Je l'ai cru à la seconde où j'ai vu la vitesse à laquelle elle naviguait dans ses données. Pas de fioritures, pas de contact visuel qu'elle n'avait pas à donner. Brenda lui a apporté un sandwich et l'a posé sans dire un mot. Paige a hoché la tête mais n'a pas arrêté de taper. Je ne l'ai pas poursuivi. Je n'ai pas essayé de parler juste pour parler. J'avais du travail à faire. Les livraisons de minéraux étaient toujours un désordre. Des sacs manquants, des camions en retard, pas de manifeste. Je n'ai pas fait de crise. J'ai juste trié. J'ai construit une feuille de réception au crayon et je l'ai marquée au crayon gras à l'intérieur de la porte. Des colonnes simples, pas de marge de manœuvre. Hank pouvait la gérer d'une seule main en sirotant son café. Cette semaine-là, nous avons réduit les pertes sur 2 lots entrants de près de 1%. Pas un miracle. Nous avons juste installé des abreuvoirs et une bâche d'ombrage à l'arrivée. Ça a pris 20 minutes à installer. Ça nous a fait économiser des centaines. Hank n'a pas dit un mot, mais il a nettoyé le bord de son chapeau avant le déjeuner. Il l'a épousseté avec son avant-bras comme si quelque chose comptait. J'ai pris ça comme une victoire. Paige planait autour des chiffres. Pas de manière indiscrète, plutôt comme un agent de conformité avec un pouls. Elle se promenait dans le parc, prenait de petites notes dans un petit carnet de poche, puis me posait des questions à l'improviste. Quel est ton objectif final, Blake? J'ai levé les yeux de la ligne de bâche. Aujourd'hui, mettre 18 chargements de cubes de luzerne à l'abri avant que la pluie n'arrive. Elle a plissé un œil et a souri comme si j'avais réussi un test dont j'ignorais l'existence. Curtis Mitchell est arrivé plus tard cette semaine-là, se pavanant comme s'il possédait l'air. C'était le vétérinaire de la ville, grand, bien en chair et bruyant. Il portait un gilet monogrammé et appelait tout le monde de moins de 50 ans, gamin. Il ne m'a pas regardé en entrant, il est juste passé à côté de moi comme si j'étais une brouette que quelqu'un avait laissée dehors. Il s'est appuyé sur le comptoir à côté de Paige. Tu ne devrais pas te mêler de la santé du troupeau. Laisse les adultes s'occuper de ça. Paige n'a pas bronché. Elle a sorti le grand livre, a tourné à sa dernière facture, a déchiré un chèque au dos et le lui a tendu. Voici ton paiement final. À partir de maintenant, j'aurai besoin d'une facturation détaillée signée sur le terrain par quiconque est présent. Pas d'initiale, pas de raccourci. Curtis a cligné des yeux comme s'il avait été giflé. Tu remets en question mes dossiers? Non, je corrige notre processus. Tu t'adapteras ou tu perdras le compte. Il a marmonné quelque chose et est parti. Paige a continué à écrire, calme comme si de rien n'était. Après ça, j'ai su exactement qui elle était. Vive, peu sentimentale et allergique à être sous-estimée, ce qui signifiait que je restais à l'écart et que je gardais la tête baissée. Mais quelque chose continuait de me tirailler. Ce week-end-là, j'ai examiné de plus près le scanner de portail UHF que Dal avait pratiquement abandonné. Il fonctionnait,
mais personne ne lui faisait confiance. On disait que les lectures étaient en retard, qu'il perdait des étiquettes, qu'il manquait des signaux. Je voulais savoir par moi-même. Dimanche matin, j'ai fait un test discret avec Dal. J'ai fait passer 2 enclos, une tête à la fois, j'ai scanné les étiquettes, j'ai vérifié les données par rapport à nos registres de réception originaux. La plupart des chiffres correspondaient, mais 4 étiquettes ont sonné 2 fois. Même identifiant électronique. 2 animaux différents. Dal a froncé les sourcils. Un problème de lecteur. Ça se pourrait, ai-je dit. Ou quelqu'un double les étiquettes. Il a croisé les bras. Tu penses à du vol? Je pense à du vol paresseux ou à une fraude intelligente. Même résultat. J'ai imprimé les anomalies et je les ai scotchées à la fenêtre près de la porte du bureau. Je n'ai pas convoqué de réunion. Je n'ai pas paniqué. J'ai juste gardé le fil en vue et j'ai tiré quand je le pouvais. J'ai passé 2 fois devant la fenêtre sans dire un mot. La 3e fois, elle s'est arrêtée et a tapoté une ligne. Cet identifiant de Bouvillon se termine par 1147. Il est censé être dans l'enclos 12. Tu l'as vu ailleurs? Elle a ouvert son carnet et a montré une note sur l'alimentation qu'elle avait écrite 3 jours plus tôt. J'ai vu celui-ci se faire transporter avec un abcès dentaire. L'étiquette était sur son oreille droite. J'ai hoché la tête. Nos registres disent gauche. Ses sourcils se sont levés juste assez pour enregistrer l'alarme. Alors quelqu'un duplique les étiquettes. On dirait bien. Elle s'est tournée vers moi, me regardant vraiment pour la première fois. Tu en as d'autres comme ça? 3 autres. 2 sont encore ici. Un est apparu dans un prospectus d'une foire aux bestiaux à Vega. Même numéro d'identification. Animal différent. Motif de peau différent, mais les 5 derniers chiffres sont les mêmes. Même date de bolus. Même lot. Elle est sortie sans un mot. Le lendemain matin, elle est arrivée tôt, a de nouveau feuilleté les imprimés, puis a montré la dernière ligne. Tu n'es toujours pas sur la liste de paix, n'est-ce pas? Non. Bien. Continue de creuser. Discrètement. Puis elle a ajouté, merci de ne pas avoir sauté directement aux accusations. J'ai haussé les épaules. J'ai été faussement accusé auparavant. Je ne fais pas ça aux autres à moins de savoir de quoi je parle. À partir de ce moment-là, elle m'a traité différemment. Pas amicalement, pas doucement, juste comme quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance pour lire une colonne et faire la différence entre négligence et criminalité. Au cours de la semaine suivante, j'ai commencé à lier les heures d'expédition aux entrées de portail. J'ai remarqué des retards étranges. Des chargements affichant 2 heures de décalage, des poids incohérents. C'était tout circonstanciel, mais c'était un début. Hank m'a regardé scotcher un nouveau tableau et a dit, « Tu veux devenir détective maintenant ?» J'essaie juste de boucher les trous au fond du bateau avant que tout ne coule. Il a grogné. Et c'était ce qui se rapprochait le plus de son approbation. Plus tard dans la journée, j'ai surpris Dal en train de regarder la fenêtre où les tableaux étaient accrochés. Il n'a rien dit, a juste hoché la tête une fois. Cette nuit-là, j'ai parcouru les enclos, le vent fouettant ma veste, mes bottes lourdes de fumier et de gravier. Quelque part là-bas, quelqu'un écrémait le bétail comme si c'était un travail d'appoint. Je ne savais pas si c'était des voleurs de bétail, quelqu'un de la maison ou un voisin qui jouait les malins, mais je savais une chose. Il ne comptait pas sur le fait que quelqu'un regarderait 2 fois les numéros d'étiquette et les pertes. C'était leur erreur, et je ne rate pas 2 fois. Une semaine après avoir repéré ces doublons de balises, le vent a tourné au sud et a apporté des ennuis avec lui. Je parcourais la ligne de clôture avec Hank quand il s'est arrêté net et a reniflé l'air. Puis je l'ai senti aussi. De l'herbe brûlée, faible mais proche. Nous avons gravi la petite colline au-dessus des enclos sud. Et là, une fine bande de feu rampait à travers les mauvaises herbes comme une mèche allumée. Mauvaise saison, mauvais vent, et exactement le bon endroit pour semer le chaos. Le temps que nous arrivions, la chaleur poussait déjà quelques dizaines de bouvillons contre la clôture sud. Ils se sont regroupés et se sont poussés les uns les autres, la poussière s'élevant haut. Hank n'a pas attendu. Il a attrapé une pelle à l'arrière du quad et a commencé à jeter de la terre comme une machine. J'ai suivi le mouvement, les poumons brûlants de fumée et de poussière. Mes bras semblaient être de la corde mouillée, mais l'adrénaline me faisait avancer. Brenda est arrivée en trombe dans le côte à accent grave côte, les cheveux enveloppés dans un bandana,
un bidon d'eau cliquetant sur le siège à côté d'elle. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé, a juste tendu le bidon à Hank et m'a lancé un regard que je n'avais pas vu depuis que j'étais enfant. Et ma mère gardait son calme pendant que le toit de la grange fuyait. Ce genre de regard vous stabilise, que vous le méritiez ou non. Nous avons éteint la bande avant qu'elle n'atteigne le lit de la rivière asséchée. Quand la fumée s'est dissipée, elle a laissé une cicatrice noire de 100 pieds de long juste contre la clôture sud. Dal est arrivé 5 minutes plus tard, balayant l'horizon du regard comme s'il s'attendait à ce que celui qui avait allumé le feu soit toujours en train de regarder. Le vent ne déclenche pas d'incendie, a-t-il dit. Quelqu'un a planifié ça. Il avait raison. L'incendie n'était pas aléatoire. Il longeait la limite qui donnait sur le terrain de Todd Clay, une exploitation plus grande, des comptes plus propres et une réputation de ne jamais avoir de problème. Trop propre, si vous voulez mon avis. Ce soir-là, j'ai suggéré que nous installions des caméras de surveillance le long de la ligne sud. Dal a hoché la tête et a sorti une boîte de la grange marquée « Caméra à cochons ». Il a dit qu'il ne les avait pas utilisées depuis que les cochons sauvages étaient partis vers les fonds de la rivière. Nous avons installé 3 caméras sur des poteaux de clôture. Une près du lit de la rivière, une au virage et une cachée à l'intérieur d'un bloc de sel cassé, face à la propriété de Todd. Pendant que nous travaillons, Hank a marmonné, tu penses qu'il est assez audacieux pour brûler la ligne de clôture? J'ai gardé les yeux sur l'horizon. Audacieux ou désespéré, les deux conviennent. Plus tard dans l'après-midi, Paige est revenue de la ville, de la poussière sur ses bottes et ce petit carnet déjà à la main. J'ai vu Curtis Mitchell à la coopérative, a-t-elle dit. Il était très bavard avec l'un des hommes de main de Todd. J'ai demandé, tu penses que c'est lié? Elle n'a pas répondu, a juste écrit dans son carnet, l'a fermé et a dit, gardons cette pensée pour nous. Le lendemain matin, j'ai commencé à cartographier les pertes par enclos par rapport au jour d'alimentation. 2 enclos près de cette clôture sud semblaient avoir été grignotés, comme si quelque chose de petit continuait à prendre des bouchées. Nous ne perdions pas 20 têtes à la fois, rien de bruyant. 2 ou 3 bouvillons disparaissaient chaque semaine. Toujours les gros, jamais les petits. C'était chirurgical. Quand j'ai présenté les chiffres à Dal, il a froncé les sourcils et s'est frotté le menton. J'ai vu des voleurs de bétail dans les années 80. Des coupe-boulons, des camions de minuit, le chaos. Ce n'est pas ça. Celui qui fait ça connaît le bétail et la paperasse. La patience d'un comptable, ai-je dit. Il a grogné. Ouais, et ils savent comment faire passer ça pour la météo ou une variation de poids. Cette nuit-là, je me suis assis sous la faible lampe de la cabane, feuilletant nos registres de bolus. Chaque identifiant était une capsule métallique enfouie dans l'estomac d'un bouvillon pour la traçabilité. Nous avions une série se terminant par 1237. Puis j'ai repéré une étiquette 1214 sur un bouvillon que nous avions expédié le mois dernier. Ce lot n'était même pas le nôtre. Quelqu'un déplaçait des étiquettes entre les lots, clonant des numéros de la même manière que j'avais vu des escrocs falsifier des codes de fret à Amarillo. J'ai commencé à noter les anomalies des séries de bolus, en les faisant correspondre au calendrier d'alimentation. Plus je cartographiais, plus le schéma devenait clair. Tout ce qui se trouvait le long de la clôture sud montrait de petites baisses de poids constantes, suivies d'étiquettes qui migraient ailleurs. Quelqu'un faisait double jeu, vendant du bétail 2 fois. Paige m'a surpris en train de travailler tard un soir et s'est appuyé contre l'encadrement de la porte. Tu chasses toujours les fantômes aussi durement? Seulement ceux qui paient le loyer, ai-je dit. Elle s'est approchée, a croisé les bras et a étudié la feuille de bolus. Tu ne portes même pas de fusil. Qu'est-ce que tu comptes faire exactement si ça devient sérieux? Je ne suis pas là pour tirer sur l'ombre de quelqu'un, ai-je dit sans lever les yeux. Je suis là pour constituer un dossier assez solide pour que le procureur puisse agir. Elle n'a pas ri. Ce n'est pas comme ça qu'on attrape les gens comme Todd. C'est exactement comme ça qu'on le fait. Ligne par ligne, jusqu'à ce que la pile raconte l'histoire. Elle m'a regardé pendant une longue seconde, comme si elle voulait dire quelque chose mais ne l'a pas fait. Puis elle s'est éloignée de l'encadrement de la porte et a dit, essaie de ne pas t'épuiser. Saison des incendies ou pas, après son départ, je suis resté assis un moment, écoutant le grincement de l'éolienne près du réservoir. Elle gémissait comme quelque chose de vieux se souvenant de son travail. Je sentais que quelque chose s'alignait, comme si le monde se préparait à me tester à nouveau. Je n'étais pas sûr si c'était des voleurs de bétail, le destin ou la même malchance qui m'avait suivi hors d'Amarillo. Peut-être les 3.
Brenda a laissé un mot près de la cafetière le lendemain matin. Son écriture était nette, pratique. Tempête demain. Attache ce qui bouge. Je l'ai souligné 2 fois. Puis j'ai pris 2 licoles supplémentaires et je les ai accrochés à la porte arrière. Celle que nous oublions toujours de verrouiller dans la précipitation. À midi, le ciel avait cette teinte jaune qui signifie que quelque chose arrive. Hank et moi avons resserré les cordes de la bâche, fermé tous les panneaux et vérifié à nouveau les caméras de la clôture sud. L'une était de travers, comme si quelqu'un l'avait frôlée. Je l'ai ajustée, je me suis assuré que l'objectif pointait juste là où le terrain de Todd s'affaissait, près de la grille à bétail. En revenant en voiture, Hank a dit, « Tu as déjà remarqué à quel point il fait calme juste avant un gros coup de vent. » « Ouais, » ai-je dit. Le même calme qu'on a avant que les gens ne fassent de mauvais choix. Cette nuit-là, des éclairs ont illuminé le lointain. L'éolienne claquait en rythme avec le tonnerre. Je ne pouvais pas me défaire du sentiment que nous avions piqué quelque chose qui n'était pas prêt à être vu. Pourtant, je me suis versé du café, j'ai regardé ces graphiques de balises scotchées et j'ai dit à voix haute, « Continue de tirer, Blake. Continue de tirer jusqu'à ce que ça casse. » Puis j'ai attrapé mes gants, j'ai vérifié les verrous une dernière fois et j'ai attendu que la tempête teste les clôtures. Le premier signe fut le silence. Tout devint immobile, comme si le vent aspirait une bouffée d'air trop grande pour la contenir. Puis midi devint noir. Simplement éteint, comme si quelqu'un avait débranché le ciel. La poussière s'abattit sur la cour sans avertissement. Le sable me frappa les dents avant même que je puisse jurer. Du métal claqua 1 fois, 2 fois. J'entendis Hank hurler mon nom à travers un bandana, quelque part en haut du chemin arrière. Je ne répondis pas. Il n'y avait pas le temps. Nous nous séparâmes sans un mot. Il vira vers le nord en direction de l'allée près de l'enclos 10 et je fonçai vers le sud, courant à l'aveugle avec un bras protégeant mon visage. C'était comme essayer de se déplacer dans un silo à grains rempli de sable. On ne pouvait pas voir, seulement sentir. Des bottes sur la mémoire, des mains sur le métal. Je claquai une porte, puis une autre, puis je trouvai une ouverture près de l'enclos de tri où le panneau de la charnière avait été laissé lâche. Je tirai le panneau, accrochai une chaîne au poteau et la serrai juste au moment où un bouvillon sortit de la poussière et me heurta à la hanche. Je volai facilement sur 10 pieds, heurtai le sol durement et roulai. Mes côtes craquèrent comme des phalanges, mais je me relevai en grimpant et je fermai le dernier verrou avant que l'animal ne puisse faire demi-tour. Mes yeux étaient pleins de terre, mes poumons à vif d'en avoir respiré. Puis je vis des phares percer le voile brun, des faisceaux carrés, traçant un chemin juste assez large pour voir quelqu'un piétiner dans le tourbillon. C'était Paige. Elle marcha droit sur moi, le visage enveloppé dans une manche, et me fourra un masque de protection dans les mains. La prochaine fois, ne joue pas les héros sans équipement, lança-t-elle. Avant que je puisse la remercier, elle se tourna et courut vers l'allée que je n'avais pas encore verrouillée. Disparut simplement dans le mur de poussière. Je poursuivis sa lumière, allant de porte en porte, verrouillant tout ce que je touchais. Nous travaillions au toucher, criant de temps en temps juste pour nous repérer. Elle claqua des panneaux avec son épaule, grimpa à mi-hauteur d'une goulotte pour rediriger un bouvillon paniqué, puis redescendit dans la poussière comme si elle avait fait ça toute sa vie. Je trouvai 3 jeunes bêtes essayant d'affronter le vent de face près de l'enclos 5. Elle ne voulait pas tourner, continuant simplement à pousser contre lui comme si elle cherchait quelque chose. Je saisis une planche de poussée, la calai contre mes genoux et commençai à les diriger vers la goulotte, un pas à la fois. Quand elles passèrent enfin, je tombai à genoux, essuyai le sable de mes yeux et m'appuyai sur la clôture, aspirant l'air comme s'il me devait quelque chose. Le pire passa en environ 20 minutes, mais cela sembla durer 2 heures. Le vent ne s'arrêta pas. Il perdit simplement son hurlement. Nous nous regroupâmes et parcourûmes les enclos, vérifiant chaque section pour des dommages ou de l'acier ouvert. Le bétail était effrayé, mais toujours à l'intérieur. Pas une seule tête de perdu. Nous continuâmes à marcher, les bottes traînant dans une poussière jusqu'aux chevilles. Le seul son était la respiration lente de 500 bouvillons se calmant après la panique. Je m'appuyais contre un poteau de porte, les bras morts, le visage couvert de terre. Paige se tenait en face de moi, les cheveux striés de sable, les yeux cerclés de rouge. Elle me regarda et dit, « Bon travail. » Pareil, dis-je, trop essoufflé pour en dire plus. Nous ne bougeâmes pas pendant un moment, restant simplement là, les vêtements flottant dans le vent d'après-tempête, laissant l'adrénaline s'évacuer. Je ne sais pas qui fit le premier pas, mais nous nous rencontrâmes au milieu.
Un pas, puis deux, puis sa main frôla la mienne. Une pause, puis un baiser. Rapide, sec, presque apologétique. Pas d'amour. Pas encore. Juste un baiser du genre, et, je te vois. Réel. Pas de coup de foudre, juste de la poussière, de la proximité et la chaleur qui vient du fait de faire quelque chose de difficile ensemble. Nous reculâmes tous les deux en même temps, les yeux baissés, les bottes bougeant dans la terre. Pas de mots. Ce n'était pas le bon moment pour déballer quoi que ce soit. Le camion de dalle arriva lentement, sortant du vent mourant. Il se gara près de la grange à foin, sortit, balaya les enclos du regard comme un homme faisant l'inventaire. Puis il nous regarda, un sourcil levé. Un sauvetage sérieux, dit-il. C'était tout. Rien sur ce qu'il aurait pu voir. Il remonta simplement et se dirigea vers l'atelier comme si de rien n'était. De retour à la maison, Brenda avait déjà allumé le poêle et mis des assiettes. Elle ne dit rien non plus, glissa simplement 2 assiettes supplémentaires sur la table sans regarder personne. Nous mangeâmes en silence. Le sable recouvrait encore ma gorge et mes côtes me faisaient mal chaque fois que je me penchais en avant. Personne n'avait besoin de parler. Nous étions simplement reconnaissants que les enclos tiennent encore et que le bétail ne se soit pas enfui jusqu'à l'Oklahoma. Après la vaisselle, Paige se leva, s'étira et dit, « J'ai des rapports à remplir en ville. » Elle ne me regarda pas. Elle n'en avait pas besoin. Je la suivis dehors. Le vent était calme maintenant, juste une brise. Je cherchais mes gants, puis je m'arrêtai. « Merci d'être venu, dis-je. Là-bas. » Elle leva les yeux, un pied sur le marchepied de son camion. « Je savais que tu oublierais la 2e allée. » Je ris une fois. « C'est juste. » Elle monta, ferma la porte et partit sans un autre mot. Mais la façon dont elle me regarda avant de partir, ce n'était plus de la distance. C'était de la patience. Je nettoyais la poussière de mes bottes près de la grange, lentement et silencieusement. L'eau devint sombre de boue et de sable de tempête. Mes jointures étaient éraflées, une côte probablement contusionnée, et je ne pouvais pas m'empêcher de rejouer ce baiser dans ma tête. Je me dis de me ressaisir. J'avais vu ce qui arrive quand on précipite une bonne chose. Je l'avais déjà fait. Sauter trop vite, croire trop vite. Ça n'allait pas se reproduire. De retour dans la cabane, je m'assis sur le lit de camp et retirai ma chemise. De la poussière s'en échappa des manches comme si j'y avais été enterré. Je ne pris pas mon téléphone, n'ouvris pas mon ordinateur portable. Je restai simplement là, les bras au-dessus de ma tête, pensant à la façon dont elle n'avait pas reculé devant le travail, n'avait pas scié dans une crise et n'avait jamais agi comme si le travail lui devait du confort. C'est le genre de personne avec qui on construit. Mais je savais aussi qu'on ne gagne pas ce genre de confiance en une seule tempête. On la gagne enclos par enclos, porte par porte, semaine après semaine. J'entr'ouvris la fenêtre pour laisser entrer la brise. Quelque part près de la clôture sud, une chaîne de portes tapait régulièrement dans le vent, comme si elle battait la mesure pour le prochain mouvement. J'ai passé 3 nuits penché sur une table pliante dans la cabane, éclairée par une lampe à pince et alimentée par un café assez fort pour renverser un poteau de clôture. Mes mains sentaient la poussière et l'encre d'imprimante. J'avais des feuilles de calcul et des relevés papier étalés de mur à mur, des scans UHF, des bordereaux de pesée, des registres d'entrée et des feuilles de facturation vétérinaire. Chaque bip de balise, chaque poids de chargement, chaque décompte a eu une marque. J'ai entouré les EPC en double. Même numéro, heures différentes, parfois des emplacements qui se chevauchaient. Ça ne devrait pas arriver. Les registres de bolus étaient pires. J'ai étoilé 6 séries de capsules non concordantes, toutes liées au même groupe d'enclos près de la limite sud. La caméra de surveillance 2 nous a finalement donné quelque chose. 2h17 du matin. Image granuleuse, veste à capuche, quelqu'un qui baisse une porte à moitié, s'arrête, puis la relève. Ça aurait pu être le vent, mais la caméra 3. La caméra 3 l'a montré de près. Il se déplaçait avec détermination. Il a fouillé dans sa veste, a sorti une balise jaune et l'a clipsée à l'oreille gauche d'un bouvillon, puis l'a échangée contre une orange, cette fois à droite. Une balise sortie, une balise entrée. Des mains rapides, comme s'il l'avait déjà fait. Le lendemain, j'ai glissé les impressions sur le bureau de la caravane. Paige était déjà là, les yeux sur un tableau de ratio aliments en poids. Elle a pris les photos de la caméra de surveillance sans un mot.
Ça pourrait être un de nos propres cavaliers de nuit, a-t-elle dit finalement. Ça se pourrait, ai-je répondu. Mais regarde ça. Je lui ai tendu un prospectus de la foire du comté, à 3 villes de là. L'exploitation de Todd avait parrainé un bouvillon primé, et quelqu'un avait pris une photo de l'animal dans son parc de vente. L'identifiant était clair comme de l'eau de roche sur la balise. 1 220 417, j'ai montré notre propre relevé UHF du mois dernier. Même numéro EPC, peau différente, race différente, même balise. Pej s'est adossé à sa chaise, les lèvres serrées. C'est plus qu'une mauvaise tenue de registre. On a vendu des bouvillons qu'on ne possédait pas 2 fois. Hank m'a aidé à faire un test de balance 2 matins plus tard. Nous avons fait le décompte total sur 14 enclos suspects et l'avons comparé au registre de porte. Il manquait 11 bouvillons. Pas 2 ou 3. 11, on ne le sent pas au jour le jour, lui ai-je dit. Mais quand on totalise un mois, ça crie. Il a regardé la liste et a secoué la tête. Ce genre de vol silencieux demande de l'intelligence et du cran. J'ai hoché la tête. Et quelqu'un qui connaît assez bien les chiffres pour passer inaperçu. Le même après-midi, j'ai sorti le téléphone prépayé et j'ai appelé Toby. Je lui ai dit de fouiller dans nos anciens emails de travail. J'avais besoin de tous les messages que Foster avait envoyés en utilisant mon identifiant. Tout ce qui était étiqueté comme paiement de fournisseur ou ajustement de système. Toby n'a pas demandé pourquoi, il a juste dit « Je t'enverrai un SMS quand j'aurai quelque chose ». Et il l'a fait. Moins de 6 heures plus tard, 2 emails transférés avec des eurodatages de mars dernier, postés sur notre système financier d'entreprise alors que ma carte d'accès montrait que j'étais enregistré dans un parc d'engraissement à près de 40 miles de là. Tu étais filmé, a ajouté Toby. Clair comme le jour. Tu n'as pas touché un clavier. C'est de la fraude, mec. De leur côté, pas du tien. Pej a signalé une autre couche alors que j'étais encore sous le choc des nouvelles de Foster. Elle avait examiné les 8 derniers mois de factures vétérinaires et avait remarqué 2 frais pour des vaccinations enregistrées un vendredi soir. Assez tard pour que la grange soit vide. La seule personne présente était un jeune gardien qui a juré plus tard qu'aucun vétérinaire n'était passé. Curtis a gonflé la facturation, a dit Pej, en montrant les dates. Des vendredis soirs tard, pas de signature, même pas d'initiale. Des petites sommes, ai-je dit. Juste assez pour passer inaperçu. Ça compte quand même, a-t-elle répondu. Ça nous dit où se situe son éthique. Nous avons tout exposé dans un classeur que Brenda nous a aidé à constituer. Elle l'a agrafé et ongleté comme si elle faisait un de ses livres de recettes d'église. Codé par couleur et mortelle. Chaque feuille avait sa place. Clone de balise, conflit de série de bolus, cadre en acier des caméras de surveillance, registre de réconciliation de pesée, facturation de fournisseurs suspects. On pouvait feuilleter le classeur d'un côté et voir le nom de Todd Clay 10 fois. De l'autre côté, les empreintes de Curtis Mitchell étaient partout sur la paperasse. Dal est entré alors que nous étions encore en train de trier. Il a regardé le classeur une fois et l'a fermé lentement. On appelle le shérif maintenant. J'ai secoué la tête. Donnez-moi 2 jours de plus. Une dernière promenade le long de la clôture de Todd. Une dernière lecture UHF près de sa porte. Je veux que ce soit béton. Il m'a regardé en silence, puis a fait un petit signe de tête. Le lendemain matin, Pej et moi avons chargé. Hank est monté à l'arrière avec un sac à outils et un coupe-boulon, juste au cas où. Pej conduisait. Elle ne parlait pas beaucoup. Moi non plus. À environ 4 miles de la pente sud, je lui ai dit de ralentir. Il y avait une section de clôture qui n'avait pas l'air anormal, mais qui n'avait pas l'air normal non plus. Les poteaux avaient un éclat. Pas beaucoup, mais assez. Je suis sorti et j'ai appuyé sur l'un d'eux avec ma botte. Il a vacillé très légèrement. Quelqu'un les a réinitialisés, ai-je dit. Du travail propre. Regardez ici. Hank s'est accroupi au poteau d'anglais et a pointé du doigt avec un gant. 2 agrafes retirées juste assez pour laisser tomber le fil supérieur et le réinitialiser. Lisse, presque professionnel. Vous savez ce que c'est, ai-je demandé. Pej n'a pas répondu. C'est de la confiance. Celui qui fait ça pense que personne ne regarde assez attentivement pour l'attraper. Elle a baissé sa casquette. Il ne comptait pas sur ta présence.
Nous avons obtenu notre dernière lecture UHF du scanner qui pointait vers le parc de chargement sud de Todd. 4 balises se sont allumées qui n'auraient pas dû. J'ai imprimé le relevé sur place et je l'ai glissé dans le rabat arrière du classeur. Cette nuit-là, de retour dans la cabane, j'ai ouvert le classeur, j'ai passé les onglets de Brenda et j'ai écrit mon nom sur la couverture intérieure. Juste 5 lettres. René. Si cette affaire se transformait en guerre, je voulais qu'il soit clair qui avait apporté les munitions, et elles n'étaient pas en laiton. Elles étaient faites de papier, d'horodatage et de numéros d'identification de bétail. Je suis resté assis là longtemps, à regarder le nom. Mon nom. Après des mois à me cacher, à esquiver, à fuir le désordre que Foster et Whitney m'avaient laissé, je ne me cachais plus. Cette fois, j'avais les reçus. Et je ne me protégeais pas seulement. Je protégeais un endroit qui m'avait donné une vraie chance d'être à nouveau utile. Je suis entré dans le bureau du comté avec de la poussière encore sur mes bottes et ce classeur sous le bras, lourd et organisé. Paige était déjà à l'intérieur, assise raidement sur une chaise moulée sous un portrait d'un juge qui avait l'air de ne pas avoir souri depuis la démission de Nixon. Elle s'est levée quand je suis entré. Je suis récusé des affaires bancaires, a-t-elle dit assez fort pour que la pièce l'entende. Mais voici Blake René. Il gère l'approvisionnement de notre parc. Il vous expliquera. J'ai hoché la tête et j'ai ouvert le classeur sur la table devant l'inspecteur des marques, le procureur adjoint et une secrétaire qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Peu importe. Je n'étais pas là pour elle. J'ai laissé les onglets parler. J'ai commencé par les clones de balises, je suis passé au conflit de bolus, puis au registre de pesée, à la facturation des fournisseurs et aux preuves des caméras de surveillance. Chaque section était concise, sans remplissage. Brenda s'en était assurée. L'inspecteur des marques était de la vieille école. Des lunettes à monture métallique, le cou brûlé par le soleil, il parlait avec un accent traînant qui faisait penser qu'il était à la traîne. Il ne l'était pas. Il a tenu les photos de la caméra de surveillance contre la fenêtre comme s'il expertisait des diamants. Le procureur adjoint a feuilleté les pages comme un homme cherchant un fil qui dépasse. Il n'a posé que 3 questions. Vous avez des dates pour chaque registre? Qui avait la garde du classeur et quand? Vous avez une confirmation indépendante de la correspondance de la balise de la foire aux bestiaux? J'ai répondu aux 3 avant qu'il ait fini sa phrase. Paige a glissé les feuilles d'horodatage et les registres des témoins. Dal avait signé ses décomptes à la main. Le procureur a tapoté la table une fois. Très bien, laissez-nous travailler. 4 jours plus tard, ils ont obtenu un mandat discret et ont envoyé 2 adjoints au parc de Todd Clay. Pas de sirène, pas de gros titres, juste 3 camions banalisés et un agent des marques avec un presse-papier. Ils ont trouvé 4 bouvillons avec des bolus correspondant à des séries que nous avions enregistrées 2 mois auparavant. 2 avaient des balises UHF qui répondaient à des EPC enregistrés pour du bétail que nous avions déjà vendu aux enchères. Ce n'était pas une erreur de comptabilité. C'était du vol. Curtis a essayé de jouer la carte de la décontraction quand ils l'ont convoqué. Il a dit qu'il préparait juste les factures et ne gérait pas lui-même les traitements vétérinaires. Le problème, c'est que nous avions un registre de terrain avec ses initiales horodatées le même jour où nous avions prouvé qu'il n'était même pas sur place. Mauvaise colline pour mourir. Le ton du procureur est devenu froid. La nouvelle a commencé à fuiter en quelques heures. Les ragots de la coopérative se déplacent plus vite que les alertes à la tempête. L'avocat de Todd a fait du bruit au début, qualifiant tout cela de mauvaise lecture et d'erreur de balise. Puis quelqu'un lui a remis la réconciliation de pesée. Il s'est tu en pleine phrase. De retour au parc, Dal s'est assis lourdement sur un sac de nourriture dans la grange d'approvisionnement. Il a tenu le classeur comme s'il était plein d'or et s'est frotté les yeux jusqu'à ce que ses mains tombent sur ses genoux. Tu nous as probablement fait économiser 6 chiffres sur une saison, a-t-il dit. On ne l'a jamais vu. Il volait lentement, intelligemment, discrètement. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé vers les enclos où le bétail respirait calmement pour la première fois depuis des semaines. Cette nuit-là, j'ai appelé Toby sur le téléphone prépayé et je lui ai envoyé la dernière pièce. La preuve horodatée que Foster avait utilisé mes identifiants de connexion pour poster des paiements alors que mon badge était enregistré dans un système complètement différent, nourrissant du bétail en pleine vue d'une caméra horodatée à 38 miles de là. Toby n'a même pas semblé surpris. C'est ce dont j'avais besoin, a-t-il dit. La conformité va dévorer sa tout crue.
Il a tout transféré directement à l'audit interne de l'entreprise et a mis leur équipe juridique en copie. Le dossier impeccable de Foster s'est rapidement sali. 2 matins plus tard, Whitney m'a envoyé un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Le message était mielleux. « Et, on peut parler ? Je veux juste des éclaircissements sur les anciens comptes. Pas besoin que ce soit compliqué. » Je l'ai regardé un moment, puis je l'ai supprimé. Je n'ai pas répondu. Laissez les avocats s'occuper de cette fête. J'avais déjà emballé chaque morceau de moi qu'elle avait jamais touché et l'avait laissé dans le rétroviseur. Le procureur a agi rapidement, déposant des accusations formelles de vol par tromperie, de falsification de bétail et de falsification de documents commerciaux. Le bureau des marques a publié un avis public. Todd était nommément cité. Curtis ne l'était pas. Il s'est avéré qu'il avait conclu un accord plus vite que le café ne refroidit. Je n'ai pas dansé quand j'ai entendu. Je n'ai pas ouvert de bière ni fait de discours. Je suis juste entré dans la cabane, je me suis assis sur le lit de camp et j'ai laissé échapper un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis le jour où Foster m'a dit de prendre la responsabilité de chiffres que je n'avais pas touchés. Je ne veux pas dire que j'ai pleuré ou que je me suis effondré. J'ai juste respiré lentement, profondément, pleinement, comme un homme qui savait enfin que personne ne se tenait derrière lui avec un couteau. Plus tard dans l'après-midi, j'ai aidé Hank à décharger une cargaison de nourriture en cubes. Il n'a pas dit grand-chose, m'a juste tendu le chariot et a marché à côté de moi jusqu'à la grange. À mi-chemin de la 2e palette, il m'a regardé et a dit, « Ce classeur à toi ? Tu as déjà pensé à en imprimer un autre exemplaire ?» J'ai haussé un sourcil. « Pourquoi faire ?» Il a haussé les épaules. Les gens d'ici respectent les preuves. Ça pourrait être bien pour lui de voir à quoi ça ressemble. J'ai ri. On verra. Dal est passé ce soir-là après le dîner avec une bouteille de whisky et 2 verres. Nous nous sommes assis près du vieux bloc de sel à l'extérieur de la grange à matériel. J'ai failli appeler le shérif cette première nuit, a-t-il dit en regardant le parc. Heureusement que je ne l'ai pas fait. J'ai fait tourner le verre. Ça aurait été trop tôt. Pas assez de poids pour le tenir. Il a hoché la tête. Je ne rate généralement pas les schémas, mais celui-ci, j'étais trop proche. Tu as fait confiance à la routine, ai-je dit. C'est sur ça qu'il compte. Pourtant, a-t-il dit, les yeux vifs maintenant. Tu as continué quand la plupart des gens auraient abandonné. Tu n'as pas seulement sauvé du bétail. Tu as sauvé la paix, les droits sur l'eau, le crédit des fournisseurs, peut-être tout le parc. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Alors, j'ai levé mon verre et je l'ai fait teinter contre le sien. Le lendemain matin, je me suis levé avant l'aube et j'ai parcouru les enclos. L'air était vif, le ciel d'un bleu profond qui ne vient qu'après que le temps s'est éclairci. Tout sentait le propre, comme si le travail allait commencer, pas finir. C'est ce que personne ne vous dit en revenant d'une épreuve comme celle-ci. Vous ne recevez pas de confetti. Vous obtenez juste un autre jour. Et si vous avez de la chance, il est à vous. Après que la fumée se soit dissipée, Paige et moi n'en avons pas fait tout un plat. Pas de longues conversations, pas de déclarations. Nous avons juste travaillé côte à côte et laissé l'air entre nous se calmer. La plupart du temps, nous ne nous touchions même pas, mais l'espace entre nous s'est réduit de manière significative. Elle m'a raconté avoir refusé un poste d'analyste à 6 chiffres à Dallas, avec un bureau avec vue sur la ville, une voiture de fonction, tout le package. Elle a dit qu'elle était sortie du 2e entretien lorsque l'associé directeur a fait une blague sur le fait que les enfants de la ferme étaient utiles pour lire les graphiques de rendement des cultures, mais pas grand-chose d'autre. Ils ont regardé mes bottes comme si j'avais ramené du fumier à l'intérieur, a-t-elle dit un soir alors que nous vérifions les mélanges d'aliments. J'ai ri. C'est comme ça que j'ai su que je n'étais pas fait pour les costumes. Je nettoyais toujours mes bottes, mais les gens agissaient toujours comme si la saleté était contagieuse. Je lui ai parlé de Foster, de la façon dont j'ai laissé l'ambition et l'amour s'entremêler. Comment je me suis laissé utiliser parce que je ne voulais pas voir ce qui était évident. Elle n'a pas jugé, a juste dit, les gens ne deviennent pas vifs à moins d'avoir été coupés d'abord. C'est Brenda qui a lancé l'idée de la coopérative. Elle s'est appuyée sur le comptoir de la cuisine après le dîner un soir et a dit, arrêtez de tout vendre comme si ce n'était que de la nourriture ou du remplissage. Les gens aiment une histoire avec leur sel. Nous l'avons appelé Triple Ranch Pantry. Des choses très simples au début. Des lanières de viande séchée coupées à la main, du savon au suif que Brenda fabriquait dans des moules à pain,
et des blocs de cheddar blanc vieillis dans sa vieille cave à tempête sous la maison. Nous avons estampillé les étiquettes avec 3 R superposés. Rivers, René, Range, encre noire sur coton. Pas de fioritures, juste des lignes épurées et un nom qui disait d'où ça venait. Paige s'occupait des chiffres. Brenda tenait le stand du marché fermier un samedi sur 2. La première semaine, nous avons vendu peut-être 9 sacs de viande séchée et 4 pointes de fromage. Au 3e marché, nous étions en rupture de stock en moins de 2 heures. Un homme d'Amarillo a demandé si nous allions nous développer. Brenda l'a regardé dans les yeux et a dit, pas à moins que ça ne tienne sur notre table de cuisine. C'était tout le plan. Pas d'investisseurs, pas d'enseigne au néon, juste de la vraie nourriture de gens à qui on pouvait parler. Paige est restée professionnelle en public. Elle le devait. Porteur de casquette, celle de la banque et celle de la vétérinaire, signifiait que chaque poignée de main était accompagnée d'un examen minutieux. Mais la plupart des soirs après les corvées et après le dîner, nous nous asseyions sur les marches de la caravane à regarder le crépuscule envelopper les parcs. Elle défaisait sa tresse et prenait de petites notes dans son livre. Parfois, je lui demandais ce qu'elle écrivait. Rien d'urgent, disait-elle. Juste des choses à retenir si les roues se détachent un jour. Je sirotais du café et j'écoutais les chaînes des portes cliqueter comme des carillons éoliens désaccordés. Nous n'avions pas besoin de parler de la tempête. Nous en avions déjà vécu une. Puis Toby a appelé. Foster est fini, a-t-il dit, droit au but. La conformité a verrouillé son accès administrateur. L'équipe d'audit a ouvert un examen forensique hier soir. Ce truc d'horodatage a été un coup de massue. Tu as une ardoise propre maintenant, mec. Propre et enregistrée. Il a fait une pause, puis a ajouté, les RH ont convoqué Whitney pour une entrevue. Ils lui ont posé des questions sur son accès à ton ordinateur portable et à tes identifiants de connexion. Elle a cessé de répondre après ça. Je suppose que la clarté qu'elle voulait est juste arrivée par écrit. Je n'ai rien dit pendant 1 minute, puis je lui ai dit, j'apprécie. Vraiment. Tu l'as mérité, a-t-il dit. Appelle-moi quand le prochain domino tombera. Curtis a essayé d'anticiper les retombées en jouant au jeu des chuchotements. Il a commencé à répandre la rumeur que Paige était trop verte pour gérer de vrais chiffres. Il a dit que le parc n'avait survécu que parce que Dal avait conservé les méthodes de la vieille école. Mais les autres éleveurs n'ont pas marché. Ils ont vu qui se présentait quand un veau était coincé à 2 heures du matin. Ils ont vu Paige debout dans la boue jusqu'aux genoux avec un gant à une main et un presse-papier dans l'autre. C'est ça qui comptait, pas les paroles. Pendant ce temps, j'ai préparé un 2e dossier pour le bureau du procureur. Rien d'explosif, juste plus de poids. Des poids insuffisants enregistrés depuis le parc de Todd liés à des étiquettes clonées sur du bétail qui ne correspondaient pas au registre d'entrée officiel. Pas assez pour faire les gros titres, mais assez pour resserrer davantage l'affaire. Les dossiers aiment les clous plus que les feux d'artifice. La foire du comté a eu lieu fin septembre. Brenda a préparé 3 glacières pleines de viande séchée et une caisse de lait de savon enveloppée dans des carrés de mousseline. Nous étions installés à 7h30, en rupture de stock à 9h15. Hank s'est éclipsé avec 2 sacs et n'a pas proposé de partager. On l'a laissé faire. Paige se tenait derrière la table, écrivant dans ce petit carnet qui était le sien. Je me suis penché et j'ai jeté un coup d'œil. Elle avait écrit 3 mots soulignés 2 fois. Gardez ça petit. J'aime ça. Pas de présentation, pas de brochure, juste rester honnête et réel, comme l'arche à l'entrée. Après la messe le dimanche suivant, Dal m'a fait signe de le suivre sur la route. Nous avons marché jusqu'au bord de l'allée où la vieille arche en bois se tenait toujours, blanchie par le soleil et fissurée. Le air tordu pendait de côté comme s'il haussait les épaules devant l'histoire. Il n'a pas dit grand-chose, a juste tapoté l'arche avec sa jointure. J'y ai pensé, a-t-il dit. Peut-être qu'il est temps que cette vieille chose se redresse. Et peut-être qu'elle a besoin de compagnie. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai juste passé ma main le long du bord du poteau et j'ai regardé cette marque à une lettre, se balançant dans la brise. Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit non. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti mon nom stable dans ma poitrine. Comme s'il appartenait peut-être à quelque chose de solide, de mérité. La semaine où les dépôts ont été validés, on pouvait sentir la tension se propager depuis le parc de Todd comme de la chaleur sur de l'asphalte. Une pression silencieuse, mais constante. Les commandes de céréales n'ont pas été honorées.
2 de ses contrats d'engraissement ont été bloqués. Ses livres avaient été truqués pour la galerie, pas pour les tempêtes. Et cette tempête était légale, lente et permanente. Quand son billet a basculé et a fait défaut, Paige n'a pas dit un mot. Elle a simplement déposé une demande de récusation du dossier de crédit, a signé le formulaire d'éthique et a quitté la pièce pendant que le comité s'occupait du reste. Personne n'a discuté. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. La vente aux enchères n'a pas été une fanfare publique. Pas de panneaux, pas de discours rapides, juste une réunion dans un bureau arrière avec quelques enchérisseurs qualifiés, quelques hochements de tête secs et une paperasse assez épaisse pour étouffer une mule. J'ai enregistré René & Rivers Range LLC par l'intermédiaire d'un fiduciaire. Dal ne voulait pas que son nom soit en avant, non par peur, mais par principe. Je le défendrai quand ce sera à nous, a-t-il dit. Brenda a prié pendant tout le processus, comme le font les vraies femmes de foi. Silencieuse, constante, les yeux ouverts. Quand l'offre finale a été acceptée, nous détenions la parcelle sud, les servitudes de passage et le plus petit parc pour un nombre qui me pesait sur la poitrine, mais qui était juste sur le papier. Aucune affaire ne semble légère quand elle est réelle. Dal se tenait à côté de moi à l'ombre du chêne près du bureau de vente. Je l'ai regardé et j'ai dit, 50-50e. Tu t'occupes du quotidien. Je m'occuperai des livres, des lignes d'approvisionnement et du marché à terme. Il n'a pas hésité, a craché dans sa paume et a tendu la main. J'ai craché et j'ai serré. Rien de plus n'a été dit. Nous avons déposé la demande auprès du registre des marques de l'État la même semaine, demandant d'ajouter un deuxième R à la plaque originale de Rivers. Brenda a joint nos documents de propriété commune, le certificat de la LLC et un croquis qu'elle avait dessiné sur un bout de papier. 2 R propres, côte à côte, sans inclinaison, juste du fer stable. Hank a vu le formulaire sur la table de la cuisine et a souri. Triple R, a-t-il dit. Triplement RS. Puis il a sifflé dans le couloir comme si c'était déjà réglé. Cet après-midi-là, Paige a parcouru le nouveau parc avec moi. Elle gardait les mains profondément dans les poches de sa veste, ses bottes traînant un peu comme si le poids de tout l'avait finalement rattrapé. Nous nous sommes arrêtés près de la vieille grangère, les planches grinçant dans la brise, et nous sommes restés à regarder rien en particulier. Je sais ce que ça donne, a-t-elle dit sans se tourner. Conflit d'intérêts. Une piste de papier pleine de mon nom de famille. Je l'ai regardé, calme. Pas dans ton cœur? Non, pas une seconde. J'ai laissé cela s'installer. Puis j'ai fouillé dans ma veste, j'ai sorti une petite bague. Pas de diamant, pas de spectacle, juste un anneau solide. Simple, solide, droit. Je ne suis pas un homme sophistiqué, ai-je dit. Je sais juste où je veux construire, et c'est ici, avec toi. Elle n'a rien dit au début, c'est juste avancé, s'est penchée et a posé son front contre ma poitrine. Ses épaules ont tremblé une fois, puis une autre, riant et pleurant tout en même temps. Oui, a-t-elle dit. Oui, tu n'es vraiment pas comme ces garçons des tours de verre. Brenda a pleuré dans la cuisine quand nous le lui avons dit. Dal s'est frotté les yeux et a prétendu que c'était à cause de la sueur, ce qui était un mensonge, mais nous l'avons laissé passer. Hank a sifflé quelque chose qui ne ressemblait pas à une chanson, mais qui était probablement censé en être une. Nous avons mangé du ragoût ce soir-là à la table, les listes de contrôle et les formulaires de prêt mis de côté pour faire de la place aux biscuits de Brenda. Paige était assise à côté de moi, sa botte frôlant la mienne sous la table comme une ponctuation. Après le dîner, nous avons signé les documents de partenariat, l'encre séchant encore de l'imprimante. Brenda les a notariés. Dal a paraphé chaque page d'une main lente et stable. Quand je me suis couché cette nuit-là, j'ai senti le genre de sommeil m'envahir que je n'avais pas connu depuis que j'étais enfant. Pas d'alarme, pas de menace, pas d'attente du prochain coup. Juste un repos tranquille et mérité. Le genre de repos qui ne vient que lorsque vous croyez que demain vous appartient. Nous avons installé la nouvelle arche la première semaine d'automne, juste après la dernière coupe de luzerne et avant que le froid ne s'installe pour de bon. 2 R propres, découpés dans une plaque d'acier, soudés côte à côte, droit et de niveau, ni penchés, ni tordus. En dessous, une plaque sur laquelle Brenda a insisté, des lettres noires sur du métal brossé. René et Rivers, bâtis sur le travail et la météo. Dal a tenu l'échelle pendant que je perçais le dernier boulon. Paige se tenait en retrait avec Hank, les bras croisés, regardant le vent traverser l'herbe. Pas de cérémonie, juste une satisfaction tranquille.
Le bureau des marques a envoyé notre lettre d'approbation dans une enveloppe plate, proprement timbrée. Ancla accroché à l'intérieur de la caravane bureau comme si c'était un trophée de chasse. Juste au-dessus du calendrier et à côté des notes de Brenda sur l'alimentation, il a dit que c'était la première chose qui valait la peine d'être encadrée là-dedans depuis que le prix du foin était tombé en dessous de 2 cents. Nous avons pressé de nouvelles étiquettes d'oreilles orange avec RR dans une boîte de la taille d'un sac de semences. Paige et moi les avons sortis à l'enclos 6 au lever du jour. Pince à étiqueter à la main. Nous avons remplacé les dernières étiquettes simples une par une. Pas de précipitation, juste un travail régulier. Le bétail a tressailli mais n'a pas rué. Il savait que les mains qui s'occupaient d'eux étaient bonnes. C'était plus qu'une routine, mais nous n'en avons pas parlé à voix haute. Pas de foule, pas de caméra, juste nos bottes dans la terre et le son d'un nouveau départ s'enclenchant à chaque fois que l'étiquette cliquait. Nous avons installé un petit panneau à la porte sud. René and Rivers Range LLC. Les gens l'appellent toujours Triple R, et ça me va. Par ici, les noms évoluent en raccourci. Certains disent que ça signifie Rivers, René, Range. D'autres disent Ranch, respect et réparation payée à temps. J'aime tout ça. La vérité est dans l'usage. Le procureur a classé l'affaire sans histoire. Todd a plaidé coupable. Il n'avait plus d'angle d'attaque une fois que les registres de pesée ont atterri. Curtis a accepté une accusation moins grave dans une salle d'audience plus petite. Le visage bas, la voix petite. Foster a perdu son poste, et tout le lustre auquel il s'était accroché s'est fissuré en deux. L'avocat de Whitney a envoyé une autre lettre pleine de non-sens poli sur les droits matrimoniaux et les réclamations équitables. Mon avocat a renvoyé une ventilation de 3 pages des relevés bancaires et une réponse d'une seule ligne. Non. C'était ça. La coopérative a trouvé son rythme. Petit lot, commande locale, des gens qui nous serraient la main et nous appelaient par notre nom. Brenda gérait l'inventaire avec un carnet à spirale et un crayon court. Paige prenait des appels assise sur la balançoire du Porsche, les bottes rentraient sous elle, les sacs de vétérinaire toujours près de la porte. Elle faisait des listes tranquillement et n'a jamais parlé une seule fois de vouloir être ailleurs. Je pouvais le dire. Un soir, le ciel s'est embrasé au-dessus de la grange, un orange qui semblait plus vieux que le temps. Nous étions assis sur le porche, les bottes appuyées sur la balustrade, le silence s'étirant facilement entre nous. L'air sentait les copeaux de cèdre et la poussière chaude, et les chaînes des portes cliquetaient en rythme avec la brise. J'ai cherché derrière le banc et j'ai sorti un petit registre que j'avais recouvert d'un nouveau tissu. Vieux livre, nouvelle peau. Je l'ai tendu à Paige. À l'intérieur de la première page, écrit en lettres capitales, il y avait 8 mots, Triple R. On prend soin les uns des autres. Elle l'a lu, a souri et n'a rien dit tout de suite. A juste tendu la main, m'a serré la main une fois et a de nouveau regardé la cour comme si c'était la sienne aussi. Et ça l'était. Aujourd'hui, j'ai plus de 55 ans, toujours debout avant le soleil, serrant toujours moi-même les boulons quand la goulotte grince. Je vous dis ça en termes simples parce que c'est la seule façon que je connaisse. Je ne règle pas les problèmes en tirant dessus ou en poursuivant la justice avec ardeur. Je le classe. Je le pèse. Je le porte dans des pièces où des gens de pouvoir doivent le voir. Et si jamais vous passez par là et que vous vous demandez comment ça s'est terminé, passez juste le virage et cherchez l'arche. Marchez sous elle par un jour venteux. Écoutez la façon dont le métal bourdonne quand la brise traverse les 2 airs. Et comment le bétail respire calmement derrière elle. Ce son, c'est un homme qui récupère sa vie de la bonne manière. Qu'auriez-vous fait si vous étiez Blake? Partir ou vous battre pour laver votre nom? Laissez votre réponse dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus.